Bonjour à tous, nous sommes mardi 19 avril 2022. Il nous a pris l'idée, alors Denis Desclos en haut à gauche, moi-même au milieu dans l'ordre, Arnaud Fond Rouge à droite, en haut à droite, Jean-Étienne Lenné en bas à gauche, Christophe Machineau en bas à droite. Je vais les laisser quelques secondes se présenter. Il nous a pris l'idée de faire un point marché. On s'est un peu organisé, on va vous parler du Forex, des taux, des indices et des cryptos. Donc voilà, Denis, si en premier lieu, tu peux nous dire quelques mots pour te présenter. Ok, en quelques mots, je suis enseignant et formateur en finance. Je suis diplômé du Master 203 marché financier de Dauphine et je suis membre de la FAT, administrateur, où j'ai fait connaissance de Pascal, Jean-Étienne et Christophe. Alors, je voulais effectivement m'arrêter sur l'évolution du yen. Alors avant que tu passes au yen, on va peut-être faire un petit tour de table pour que chacun Ah, puisse se pardon, présenter. Je te ok. rends la parole après. Ok. Jean-Étienne, par exemple, tu nous dis quelques mots Oui, ou un peu plus, hein, on n'est pas à la minute. comme Denis, professeur d'analyse technique et stratégie de trading dans plusieurs business schools. Et puis à côté, d'autres vies en conseiller en market timing et coach en trading pour du public allant du privé jusqu'au professionnel. Voilà. Christophe, Christophe Machineau, je viens du monde pro puisque j'ai été gérant de portefeuille pendant quelques années et ça fait depuis 4 ans que j'ai mon compte et que je fais des formations et que je travaille aussi pour mon propre portefeuille et j'ai rejoint l'équipe via la FAT. On se connaît depuis déjà quelques années. Je fais partie du bureau. Arnaud, Oui, bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis investisseur et trader pour compte propre. Je suis particulièrement spécialisé dans les cryptos et dans le trading algorithmique et je suis coach et formateur aussi. alors donc moi-même, Pascal Trichet, j'ai 42 ans d'expérience en bourse, mais ça prouve rien. Je viens de fêter mes 60 ans, donc je suis plutôt en fin de carrière. Je suis trader en compte propre et je suis coach et formateur. Et j'ai animé ce petit groupe au moment où nous avons fait des formations, en particulier CPF. Je suis aussi membre de la FAT. Les formations CPF, nous avons peut-être la bonne nouvelle bientôt que l'AMF va rendre les certifications. Voilà, donc on s'est organisé avant de prendre la parole et on a suggéré que Denis nous fasse un petit focus sur le Forex, en particulier sur le yen, Jean-Étienne ensuite sur les taux d'intérêt, Christophe sur les indices et Arnaud sur les crypto-monnaies. Donc je donne la parole à Denis. Bien, je vais partager mon écran. Voilà, donc normalement, vous avez le graphique journalier du dollar américain contre le yen. Alors, vous voyez le mouvement notable sur les 4 dernières semaines, environ. C'est donc une très forte faiblesse du yen. Alors, contre le dollar, mais contre toutes les monnaies. En fait, si on prend par exemple contre le dollar australien, on a voilà, une très très forte progression. Alors, c'est d'autant plus étonnant que vous savez que le yen est une valeur refuge comme le franc suisse. Pour mémoire, le yen avait, si le Nikkei avait baissé le jour du tsunami à Fukuyama, je ne me rappelle plus du nom exact, le yen, lui, en revanche, avait progressé. Donc, malgré les tensions géopolitiques, enfin, c'était plus que des tensions à ce niveau-là, malgré la guerre en Ukraine, eh bien, aujourd'hui, le yen donc, ne sert pas de valeur refuge et même s'effondre par rapport à la plupart des monnaies. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le décalage dans les politiques monétaires entre donc les hausses de taux annoncées par la Fed, un durcissement annoncé aussi par exemple par la Royal Bank of Australia et la BCE qui commence à s'interroger, eh bien, ce décalage dans les politiques monétaires par rapport à la Banque du Japon
qui continue à pratiquer une politique monétaire très, très expansionniste pour lutter contre la déflation, elle se traduit donc dans l'affaiblissement du yen. Alors, le mécanisme sous-jacent, hein, c'est ce qu'on appelle le carry trade, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'intervenants qui s'endettent en yens et qui vont ensuite acheter des actifs risqués dans d'autres monnaies. Donc, ça provoque cette envolée de toutes les monnaies par rapport au yen. Alors, c'est quand même aujourd'hui, bon, d'abord, le mouvement est derrière nous. Et il faut savoir que historiquement, ça c'est le graphique en mensuel, voilà, on arrive sur une zone, en mensuel, on a dépassé une zone qui est une zone très importante parce que ça correspond à un plat de SSB qui date de la bulle des années 80 au Japon. Donc ici, c'est le 124,42. Alors, pour mémoire, hein, la bougie est mensuelle, donc elle n'est pas clôturée. Il faudra voir à la fin du mois. Et là, il faut être prudent, c'est que historiquement, ces opérations de carry trade, elles ont pris une ampleur inédite, généralement dans les phases de fin de hausse des marchés, notamment par exemple en 2007-2008. Et ensuite, on a eu un mouvement très, très, très violent, ici, là, donc à partir de 2007, quand les positions donc vendeuses sur le yen ont commencé à être rachetées et les sorties sur les actifs à risque donc ont été conséquentes. Voilà. Alors ici, soit eh bien, ça signale le début d'une nouvelle phase de hausse des marchés jusqu'à des niveaux encore plus étonnants, de mon point de vue, soit c'est un mouvement qui est à prendre avec précaution parce qu'il peut être aussi le signe annonçateur d'une correction sur les marchés. Très bien. Voilà pour le yen. Très bien, très bien, très bien. On avait eu aussi, entre 2015 et 2016, à nouveau une faiblesse du yen, non, une force du yen qui avait correspondu ou pas en 2015-2016 à une faiblesse des marchés un petit peu en 2020 aussi, on avait pu faire ce constat ou pas? Mais en fait, ce qui s'est passé c'est fin 2014, en fait, donc il y a eu la même chose, hein, la faiblesse du yen, et donc du coup, ça a conduit la Chine à dévaluer sa monnaie. Et donc, c'est la dévaluation de la monnaie chinoise qui a ensuite provoqué une correction sur les marchés. On peut le mettre ici. Hein. Si on prend on va prendre le CAC par exemple. Voilà. Le CAC en 2015, effectivement, on a eu. Alors, c'était peut-être pas. Voilà, c'était à partir d'avril 2015. D'accord. Bon, on verra tout à l'heure quand Christophe prendra la parole sur les marchés financiers, encore qu'on complétera chacun un petit peu ce qu'on peut dire, ce qu'on a vu. On verra donc si on a quelque chose qui va dans ton sens sur les indices mondiaux. Je propose que Jean-Étienne prenne la parole et nous dise encore quelque chose s'il le veut sur le Forex, à moins qu'il embraye directement sur les taux d'intérêt. Non, je vais poursuivre. En fait, alors est-ce que mon écran est bien partagé? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, alors je poursuis sur l'analyse de Denis sur le yen, donc le dollar en yen. En fait, il y a un mouvement extrêmement fort qu'il faut pas rater parce qu'on en est au démarrage. On a un potentiel, si on casse le petit sommet de 2015, et c'est ce que montre le marché quand on zoome un petit peu, on voit que globalement, il faudra attendre quand même la clôture du mois, donc on est un peu à mi-chemin, mais même en semaine déjà, si on casse nettement à la hausse le sommet de 2015, ça veut dire qu'on est en train de construire une très très grande, un grand mouvement de hausse. Il y a encore un petit obstacle aux alentours de 145, et après, ça serait un énorme retournement de marché depuis des décennies. Donc en effet, il y a un mouvement très très fort, et encore une fois, si on casse ce seuil, après, on a direct le test des 145, donc à passer ou non.
mais ensuite, eh bien, on serait vraiment rentré dans une toute autre configuration. Alors, force du dollar quand même, je suis d'accord avec l'analyse de Denis, c'est faiblesse du yen, force du dollar, juste regardez l'euro-dollar, EUR-USD, parce que là, c'est l'inverse. J'avais fait dans le cadre de la FAD justement une méthodologie des droites de tendance, mais qui sont des zones en fait, qui ne sont pas des droites comme un architecte en ferait. Et là, on est pareil, on est sur un point hyper sensible. Si l'euro ne tient pas, et en mensuel, on a vraiment un marché qui allait à décider à casser les grands points bas qu'on a connus depuis plusieurs années. Tout d'abord le 1,05 et puis là, plus récemment, les 1,08. Là, à ce stade, pas besoin d'aller jusqu'au pic, on peut rester en figure. Eh bien, à ce moment-là, soit on va avoir un arrêt à 1,05, mais après, il faut quand même se souvenir qu'après, on a quand même une forte chute. On a 30 centimes de chute sur l'euro et surtout, on remettrait en cause la parité. Donc là, il faut le suivre de très très près, même en descendant en daily et plus bas. Tout ça, c'est très 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 fortement baissier. Alors Jean-Étienne, est-ce qu'on est plus en présence d'une faiblesse de l'euro qu'une force du dollar, ou les deux, ou bien qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Moi, je dirais les deux, mon capitaine, mais la force du dollar, tu l'as aussi. La troisième que j'ai regardée, que je suis parce que j'aime beaucoup, elle est très agréable à trader quand on fait un trading sur des grandes unités de temps. Hein. En intraday, pourquoi pas en 5 minutes, c'est chaud bouillant. Et quand on fait un trading beaucoup plus long, c'est le sterling-dollar. Donc là, le sterling est à la baisse, ça veut dire que le dollar US est à la hausse. Et là, pareil, on a un seuil énorme de 1,3. Donc là encore, c'est un énorme prix rond 1,3 sur le sterling-dollar. Je le mets comme ça pour que tout le monde le voit bien. Mais si on le casse, en dessous, on a 3 fois rien pour nous arrêter avant un dernier petit arrêt avant 1,2. Et après, en dessous de 1,2, on testera des seuils historiques. Et là encore, c'est quasiment ces jours-ci qu'il faut suivre ça, jusqu'à la fin du mois, puisque là, on voit qu'on est carrément en train de tester le 1,3. Là, je ne me suis pas mis en intraday, j'ai un autre graphique, mais je ne veux pas compliquer les choses. Donc si je vous résume l'un et l'autre, on est sur des seuils extrêmement importants en ce moment qu'il faut surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Absolument. Il n'y a que contre le CAD où il y a une toute petite différence. J'ai voulu voir s'il y avait un mouvement aussi avec le dollar canadien, puisqu'à ce moment-là, c'est des phénomènes liés au marché actions, où il y a des bascules de portefeuilles, des Américains qui vendent les portefeuilles dans d'autres monnaies et qui rapatrient tout ça en dollars US. Et parfois, ça fait monter, bien évidemment, le dollar US. Avec le CAD, ce n'est pas le cas. L'USD CAD est un peu entre deux eaux. Donc, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, très rapidement sur les taux. Alors là, sur les taux, on est peut-être avant un léger obstacle sur les taux. Je vais prendre le 30 ans américain. Voilà, il y a quelques codes assez simples. Alors, non, le 30, c'est ZB. Voilà, je suis allé sur une échéance un peu plus courte. Si on regarde, là, c'est très, très simple. Alors, en fait, il faut même se mettre en semaine si on veut voir les seuils. En fait, c'est la chute, c'est la dégringolade, pour ne pas dire autre chose. On est bientôt sur des petits seuils d'arrêt avec inversion de polarité, overlap léger. Donc, soit les marchés vont bientôt s'arrêter, la chute des futurs de taux vont faire un léger rebond. Moi, je pense, scénario très personnel, que ça sera un très léger rebond, mais que ce n'est pas dit que quelques temps après, on ne va pas les enfoncer. Donc, on a ça sur le 30 ans, là je suis sur le 30 ans américain. Quand on passe sur le 10 ans, voilà, XXX, comme ça je l'ai, alors c'est du futur continu, mais c'est pareil. On a exactement la même configuration, il faut même se mettre en mois si on veut voir les arrêts. On a un très léger point d'arrêt avec petite inversion de polarité, mais après c'est la dégringolade. Et quand on passe sur le 2 ans, sur le 5 ans, le 2 ans, c'est exactement la même chose. C'est moins clair, mais c'est exactement la même chose. On a des points d'arrêt. Très léger, alors peut-être que les marchés vont le valider, mais on n'est pas loin. Je pense que pour du trading, c'est une prise de profit momentanée, quitte à laisser
filer une partie des pauses suivant qu'on est risk lover ou risk averteur pour beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Mais soit les petits points d'arrêt tiennent, soit après la chute, la marche très importante. Alors il y a un marché qui a retenu mon attention qui est un peu lié aux monnaies, mais c'est une monnaie un peu spéciale qu'on aime beaucoup, c'est l'argent métal parce qu'il nous a fait un scénario technique qui est hyper propre. Donc je le regarde par rapport au dollar US. Je regarde le retracement de la grande baisse depuis 2011, donc la grande baisse qui a fait un énorme support depuis plusieurs années, et je regarde le retracement à la hausse. Alors je mets plusieurs familles de retracement parce que je trouve ça beaucoup plus clair. Et alors quand on se met en semaine, on le voit magnifiquement. Le marché donc, de l'argent métal repart nettement retesté. Alors, c'est des retracements assez importants. Hein. Donc, on est à la hausse, on retrace une énorme baisse. Donc, le marché monte et on est sur un cluster de 2 seuils. On joue avec de façon extrêmement propre. Vous allez voir en données quotidiennes, c'est limite des cas d'école d'avoir ça, puisque le marché est carrément allé tout droit du niveau de Dow de 1 tiers, 33%, jusqu'au cluster 37,5 de Gann et 38,2 de Fibo, en s'arrêtant de façon académique. Donc, il y a une petite pause, évidemment, parce que ça va être très lourd à franchir, mais on peut dire qu'il faut suivre l'argent métal, parce que si on casse, encore une fois, les niveaux on va dire de 26,5 en clôture hebdo, à ce moment-là, il se peut que l'argent métal ait vraiment envie de pousser. Il est plus lisible que l'or. L'or, actuellement, il est un petit peu chahuté dans tous les sens. On peut penser que les opérateurs sont un peu perdus entre la géopolitique et l'économie et la finance. L'argent métal, là, il nous montre une réaction très forte. Bon, très bien. Alors, je vais partager mon écran pour clôturer cette petite partie sur le Forex et sur les taux d'intérêt. Alors, le peu que j'arrive à partager mon écran rapidement. Si vous aviez suivi les conférences de la FAT, vous auriez pu voir en novembre 2020 qu'on a annoncé cette baisse des taux d'intérêt. Vous retrouverez ça sur la chaîne YouTube de la FAT. Ça avait été parfaitement explicité. Et là, en particulier, si on... La hausse des taux d'intérêt, la hausse. Oui, la hausse des taux d'intérêt en valeur faciale, la baisse du futur, hein, j'ai voulu dire. On avait mis en évidence ces divergences baissières sur le marché des taux d'intérêt. Donc, je redis que là, il s'agit du futur, donc c'est l'inverse des taux d'intérêt. Les futurs ont baissé, donc les taux d'intérêt ont bien monté. On l'avait annoncé en novembre 2020. Voilà. Donc maintenant, je vais céder la parole à Christophe Machineau, qui va faire un petit overview des indices. Et puis, après, on entendra parler de crypto. Alors, je vais commencer par le CAC 40, parce que je sais que la majorité des auditeurs le regardent. Là, on est dans un graphique, alors, journalier Ishimoku. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ishimoku, alors, il y en a de moins en moins, mais c'est un très bel indicateur de tendance. Pour faire simple, quand les prix sont au-dessus de ce nuage qui passe du vert au rose et du rose au vert, on a généralement une tendance court terme qui peut durer si les prix commencent à prendre l'ascendant et que le nuage se forme un petit peu comme ici. Par exemple, en 2021, on voit bien donc, le CAC 40 qui est monté à 6900, qui est monté jusqu'à 7386 en début d'année. On est passé en dessous, donc, avec la crise en Ukraine, et on renaissait actuellement, au moment où on est en train d'analyser ce graphique. On voit qu'il y a une tentative en journalier de sortir. Alors, ça fait depuis plusieurs jours. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de juste regarder les bougies, un peu comme ici, on remarque justement qu'on a une période de range, alors avec un peu de volatilité, entre 6400 et 6600.
pour faire ça. Donc ça dure depuis quelques jours, quasiment bientôt 2 semaines. On n'a toujours pas de sortie par le haut ou par le bas. Ça tombe bien, si je remets le graphique en Ichimoku, on est vraiment dans cette période de forte interrogation, de range. Alors ça veut dire quoi concrètement? Alors malheureusement, c'est vrai que souvent on a des réponses un petit peu de Normand, mais c'est vraiment le cas. Si on arrive à sortir par le haut, le CAC 40 va reprendre probablement le chemin de la hausse. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'à ses anciens plus hauts? Pas forcément, mais en tout cas, il essaiera. La réponse, on l'aura dans quelques jours, peut-être même dès aujourd'hui. Vous voyez là, le CAC 40 essaie de rebondir à 65,60 alors qu'il il tournait autour de 65,00 par exemple ce matin. Donc on y est quasiment. En revanche, si les prix voulaient rester dans le nuage puis sortir par le bas, et ben là on n'a plus rien. On n'a plus rien dans le sens où on aurait probablement, très probablement, une chute puisque on a des prix et la lagging, donc qui est la mémoire des prix, qui n'aurait plus de support. Alors on est vraiment entre deux. Vous voyez 1, 2, 3, on est le 19 avril, on aura très très probablement la réponse d'ici fin du mois. Au Donc, maximum. si je te résume, une certaine zone d'indécision. On est dans le range. Et c'est vrai que l'idée, alors il y a eu plusieurs tentatives. Alors je vais le mettre sur le court terme, par exemple, je vais mettre sur du 1 heure. Je le mets en grand. On va essayer de garder une vue long terme. Hein. Oui, mais on voit simplement le range qui se forme et avec plusieurs tentatives d'aller en dessous des 6400. Mais voilà, et des tentatives pour aller au-dessus des 6600. Donc voilà, tout ce que je vous montre là, c'est ce qui se passe depuis déjà quasiment 2 semaines. Et donc, on retrouve cette fameuse indécision. Alors, je vais peut-être prendre la parole parce que j'avais quelque chose d'autre à plaider. Et Oui. un élément très rapide après. D'accord. Pourquoi pas. Je te redonne la main, mais en tout cas, voilà où on en est actuellement sur le CAC. J'avais plaidé pour cette figure. Alors, il suffit que je me mette en daily. J'avais publié un peu à contretemps sur les réseaux sociaux ce magnifique biseau ascendant dans une tendance baissière. Oui. Qui, pour moi, de par la simple nature du biseau ascendant, devrait porter l'indice relativement plus bas rapidement. Mais rien n'est moins sûr parce que, comme tu le précises, on est quand même dans une zone d'indécision dans l'état actuel des derniers jours. Oui. Alors, on va juste peut-être terminer par le Nasdaq. Je reprends la main. Le Nasdaq, c'est le maillon faible aux US. Oui. On voit qu'il a en effet une correction relativement forte, beaucoup plus forte que ce qu'on a pu avoir sur le S&P 500, l'indice majeur. Vous voyez donc cette baisse de 23%, un premier rebond de 16%, une rechute dans le nuage. Alors là, je suis toujours en journalier. Vous voyez comment ça colle bien. On a failli aujourd'hui et hier sortir. Mais non, ça tient pour le moment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va peut-être nous donner une réponse un peu plus rapide que d'ici fin du mois, comme je vous indiquais sur le CAC 40. On ne peut pas avoir le Nasdaq qui monte ou qui baisse tout seul. Donc, si le Nasdaq sort, et là, pour le coup, la réponse va être beaucoup plus rapide, vous voyez, puisque le support est très très proche, il date d'hier, puisque hier les US n'étaient pas fermés, donc à 13 780. On monitorera ça, on est tout proche, on en est à 2-3%. Donc si ça tient, on va rester dans le nuage et probablement sortir par le haut. D'ailleurs, je vais faire... Qu'est-ce qui te permet de dire que la probabilité est qu'on sorte par le haut du nuage? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Alors, ça c'est une des spécificités d'Ichimoku,
c'est qu'à chaque fois, on va regarder les prix, et donc le nuage, mais surtout, et ça, c'est quand pour ceux qui ont commencé à vraiment pratiquer, ils verront tout de suite si derrière, c'est-à-dire la lagging qui a un effet retard, c'est-à-dire si les prix par le passé vont avoir également des difficultés. On voit que si les prix poussent là, donc au-dessus de 14 800, là, c'est quasiment gagné parce que on a plus de résistance. En tout cas, elle est très très faible. Les prix ont plus de mal à traverser ici. La lagging a plus de facilité. Si elle traverse là, il n'y a plus rien à part le vide, à part les anciens prix. Donc, on a bien un Nasdaq qui sera, en tout cas, même s'il a été fortement perturbé, en l'état, si vraiment on va rentrer et on sort du nuage, là ça se fera facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas de figure où les prix peuvent sortir facilement du nuage, mais l'histoire est beaucoup plus compliquée pour la lagging. Quand on a vraiment une facilité de sortie, généralement, et que la lagging peut sortir facilement, le mouvement est violent. Je donne juste un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est mi-janvier, on voit que les prix sont restés dans le nuage, ils sont sortis. Regardez bien, c'est l'inverse exactement. La lagging se fait face à un nuage très resserré, derrière c'est le plongeon. Donc la logique, c'est la réciproque qui est vraie. C'est-à-dire que si on arrive à passer là, ici c'est aussi facile d'aller vers le haut que là c'était facile. Est-ce que tu peux faire un grand dézoom arrière? J'ai un bémol, Pascal. Oui. Est-ce que là, je donne un dernier exemple pour que ça soit clair pour tout le monde. Là, j'ai dézoomé. Ici, si je reviens sur cette sortie du Nasdaq, et on en avait discuté avec Pascal à l'époque, en début octobre 2021, je lui dis attention, là, la sortie, elle n'est pas du tout bien synchrone avec la lagging, parce que la lagging, elle va devoir faire face à un gros nuage. Donc, cette sortie, elle me semble un peu prématurée. Donc, il y a un danger que ça soit une fausse sortie baissière. Et en effet, la vraie sortie baissière est arrivée quelques mois après. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de toujours voir ce qui se passe sur les prix passés. Bon, on va laisser Jean-Étienne apporter son bémol puisqu'il a parlé de bémol. Alors, soit je partage ou pas, ça va être rapide le partage. Oui, tu peux partager ton écran à nouveau. Après, on laissera la parole à Arnaud. Oui. Alors, je vais partager très rapidement ce qui pour moi est un bémol majeur. Alors, je partage le Nasdaq Composite qui est un peu plus large que le Nasdaq 100, Christophe, que tu présentais. Je mets l'OBV, et donc je suis en daily comme toi, en données quotidiennes, et l'OBV me montre que s'il y avait eu des très forts volumes, on va dire pendant le début du dernier trimestre de l'an dernier, qui avait bien propulsé l'OBV à la hausse, on voit donc qu'il y a eu, le marché était vraiment, on va dire, les gens achetaient, il y avait des très forts volumes. En revanche, on voit que la dernière hausse qui s'est produite, on va dire en mars, eh bien, il y a eu beaucoup moins de volume, puisqu'on voit un OBV qui se traîne, qui n'arrive même pas à retrouver les niveaux qu'il avait lorsque le marché était à 14 500. On voit nettement une chute de l'OBV. Or, sur les marchés US, ce n'est pas le cas de toutes les valeurs du Nasdaq Composite, mais c'est quand même le cas d'un paquet. Le rachat de titres soutient les cours. Donc, ça veut dire que malgré le soutien des cours, même si celui-ci a diminué par baisse des rachats de titres, je n'ai pas les chiffres, mais même si c'était le cas, la dernière hausse s'est faite avec beaucoup moins de volume. Et ça, c'est un élément à prendre en considération parce que ça milite en faveur, on va dire plutôt malheureusement, de retourner sur les niveaux, les deux points bas qu'on a connus et que je suis en train de pointer à la souris. Voilà comment des analystes différents vous proposent, avec leurs méthodes différentes, des points de vue un peu différents. Bon, alors donc Arnaud va nous dire quelques mots sur les crypto-monnaies. On va le laisser aussi partager son écran. Arnaud est un très grand spécialiste crypto-monnaies. Si vous avez envie de faire appel à lui pour des formations individuelles crypto, vous repassez par nous, on vous aiguillera. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Oui, très bien.
Ok. Oui, j'étais sur le graphique de l'USDT dominance. En fait, c'est la proportion des capitaux du marché qui sont en stablecoin. Donc, c'est un indicateur qui permet de montrer si les investisseurs sont plutôt en crypto ou plutôt en équivalent dollar, donc en stablecoin. Donc, on voit que on a atteint, on est en train de faire des moins hauts, et donc les investisseurs sont progressivement en train de se séparer de leur dollar pour rentrer dans les cryptos. C'est ce que je voulais vous partager dans un premier temps. Dans un second temps, je vais vous montrer un petit peu le marché le cours du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, il a venu terminer sa tendance baissière pour effectuer un rebond et aller taper sur la moyenne mobile 200 ici, qui est donc un point classique pour servir de résistance. Il a rebondi donc sur ce cours. Là, je suis en quotidien en daily. Et donc, on peut voir une droite de support oblique sur lequel il est venu se reposer à plusieurs reprises. Et là, on est proche de ce support. Donc, ça peut être un excellent point pour entrer sur le Bitcoin, au moins pour, voilà. Avec un joli marteau hier. Avec un joli marteau qui a tenu. Comme souvent le dimanche soir, sur le marché des cryptos, il y a un gros mouvement. Donc, il y a des faibles volumes et des investisseurs tentent de profiter de ça pour faire des chasses au stop ou pour provoquer des mouvements de marché. Donc, c'est ce qui s'est passé encore dimanche soir dernier, qui a été repris ensuite à la hausse, qui a été racheté le lundi matin. Alors, juste un bémol, Arnaud, depuis plusieurs semaines, le Bitcoin, donc BTC-USD, effectue une espèce de drapeau très légèrement haussier, et statistiquement, la sortie est vers le bas et nous mettrait un objectif, on va dire vers fin juin, à 30 000 quand même. Hein. Enfin, le drapeau est un peu large pour qu'on le considère comme drapeau de continuation d'accumulation à la baisse, à mon avis. Hein. Sauf que, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que il est un peu large, mais c'est un petit peu large, mais néanmoins, quand tu as une forte chute comme on l'a eu depuis les 70 000 jusqu'à 35 000, tu as un très bon tempo. C'est-à-dire, on a mis autant de temps pour faire la chute que cette espèce de drapeau. Donc, à mon avis, le risque n'est pas totalement à évacuer. En tout cas, on voit parfaitement la ligne de support oblique ascendant qu'a tracé Arnaud et qui nous servira de ligne de surveillance. Oui. Et pour vous donner aussi une petite photo des données on-chain, en fait, toutes les données qu'on est capable de recueillir, de voir sur la blockchain, les gros portefeuilles sont toujours dans une optique de détention à long terme. Voilà. Et je voulais vous parler aussi d'une autre crypto qui s'appelle le Atom, qui est environ la 20e en termes de capitalisation de marché. Les fondamentaux, sans rentrer dans les détails, sont très très bons. Il y a énormément de projets qui se développent dessus. Et il y a beaucoup d'argent qui est en train d'arriver sur les sous-projets, notamment les projets de finances décentralisées de cette blockchain-là, la blockchain Atom. Et donc, si le Bitcoin repartait à la hausse pour les prochains jours, et donc suite au rebond sur ce support, l'Atom fera un très très beau rebond aussi. Et il a aussi une droite de support oblique qu'il a tenue. Et voilà, donc là on est en journalier et potentiellement c'est un très très bon point pour rentrer dans l'Atom. Alors, ce petit marteau dont on parlait sur le BTC-USD, on l'a sur l'Atom aussi. Mais on l'a remarqué hier sur plusieurs crypto-monnaies. Pas toutes, mais sur plusieurs crypto-monnaies. Voilà, ce n'est pas suffisant pour plaider un retour à la hausse immédiat, très fort, etc. Mais c'est un indicateur à surveiller, avec en particulier ces droites de support légèrement obliques ascendants qui sont support pour les cours en ce moment, a priori. Voilà, sauf cassure de cette droite. Bon, je propose qu'on arrête là, on a déjà été assez long. Je vous remercie pour votre attention. Nous autres, nous allons rester entre nous pour continuer à discuter des hypothèses de marché. On espère vous avoir intéressé
et nous vous disons à une prochaine fois, sachant qu'on envisage de faire ça plus ou moins régulièrement. On vous remercie pour votre attention. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Bientôt.